Bonjour, bienvenue dans la série sur les étoiles. Donc nous allons voir maintenant les trous noirs en rotation. En fait, c'est forcément très fréquent et probablement presque universel. Les trous noirs sont fréquemment en rotation et en rotation très rapide. La raison en est que les trous noirs se forment lors d'explosions d'étoiles, les supernovas, et on a vu que le cœur, qui est en rotation, la rotation d'étoiles, voit sa rotation fortement s'accélérer avec la compression, ce qui s'observe très bien dans le cas où le résultat est une étoile à neutrons. Les étoiles à neutrons tournent parfois à plus de 1000 tours par seconde, ce qui est énorme. Et ici, on a une contraction encore plus forte, donc une rotation encore plus rapide, et ça doit donc être presque toujours le cas. Notons que la géométrie dans ce cas-là est un peu différente, on l'appelle géométrie de Kerr, et elle est un peu plus difficile à représenter, bien que ça puisse se faire aussi, parce que ici on a deux dimensions spatiales. On a la direction radiale, mais on doit forcément prendre la direction angulaire pour tenir compte de cette rotation. Plus le temps, ça fait au moins 3 dimensions à représenter, ce qui est évidemment un peu plus compliqué. Le trou noir va se présenter comme ceci. On aura toujours notre sphère qui est l'horizon des événements, inchangé par rapport au cas sans rotation, et une zone autour du trou noir, donc un peu comme une bouée que porterait le trou noir. Cette zone est appelée ergosphère. Et la limite de l'ergosphère n'est pas un horizon, elle est appelée limite statique. L'axe de rotation est bien sûr ici vertical par rapport à cette bouée, par rapport à cette zone, l'ergosphère. Lorsqu'un objet tombe dans le trou noir, il va subir une dérive due à cette rotation. Alors, supposons que l'objet tombe de manière radiale, donc il tombe droit directement vers le trou noir. En arrivant dans la zone du trou noir, il va subir une déviation dans le sens de la rotation et être entraîné par la rotation du trou noir. Ce phénomène existe aussi avec d'autres corps massifs, en fait avec tout corps massif en rotation, et a fait l'objet de mesures dans les tests de la relativité générale. Lors d'une telle chute radiale, il y a une dérive d'entraînement de la rotation, mais à supposer que vous y alliez avec une fusée, vous pourrez toujours compenser cette dérive avec la fusée en poussant sur le côté de manière à garder une chute radiale. Toutefois, ceci a une limite, parce que lorsqu'on arrive dans la zone appelée ergosphère, l'entraînement devient inéluctable. Quelle que soit la force de poussée, on ne peut plus compenser cette rotation. Notons qu'à ce stade, on peut toujours faire demi-tour. On n'a pas franchi l'horizon des événements. Vu du dessus, je vais le dessiner un peu différemment, un peu plus petit. Donc supposons, on a notre trou noir, et autour, on a l'ergosphère. Donc on regarde le trou noir de dessus avec une rotation dans ce sens-là. À ce moment-là, la fusée arrive radialement, mais elle subit une force qui tend à l'entraîner. On la compense en poussant sur le côté. Alors on pousse vers le haut de façon à aller vers le bas et compenser cette rotation. Mais une fois arrivé dans cette zone-là, impossible de compenser complètement, et la fusée va subir une dérive qui va la faire tomber en spirale vers le trou noir. Dans cette zone, l'ergosphère, même la lumière ne peut pas aller à contresens. Elle va forcément dans le sens de la rotation. Elle est totalement déviée.
Voilà pour l'essentiel de l'effet extérieur de la rotation. Pour l'intérieur, on peut analyser la géométrie et on constate que le pont d'Einstein-Rosen dont je vous avais parlé peut s'élargir et permettrait le passage, à condition, 1, qu'on ne soit pas détruit par les forces de marée, et 2, que cette situation existe vraiment, comme je vous l'ai dit, dans le cas de trous noirs réels, l'existence de tel autre univers ou de telle porte est plus probable. Nous y reviendrons. Imaginons la situation suivante. On a notre trou noir en rotation, une fusée rentre dedans, elle est évidemment déviée, et elle ressort et repart. Notre fusée fait la masse m. Arrivée près du trou noir, elle jette dedans, elle jette dans le trou noir une petite masse, petit m. Dans ce cas-là, on donne de l'énergie au trou noir selon la relation mc carré. Mais du fait de la rotation, l'objet de masse grand M est accéléré par la rotation du trou noir. Notons que ce phénomène est utilisé selon un principe un peu différemment, parce que c'est là, on n'est pas entraîné par le mouvement de l'espace-temps, mais c'est ce qu'on appelle les frondes gravitationnelles, qu'on utilise pour accélérer des sondes, par exemple autour de Jupiter. On utilise Jupiter pour accélérer l'objet. Alors là, bon, je dis, c'est pas la rotation autour de l'objet qui est accélérée par la rotation du champ gravitationnel, de l'espace-temps. Là, on utilise plutôt le déplacement de l'objet autour du Soleil et le déplacement qui va avec de l'espace-temps. Mais sinon, c'est à peu près le même principe. L'objet est fortement accéléré. Sa masse, au départ, c'est grand mc carré. Il acquiert une énergie cinétique. Et on peut montrer que cette énergie cinétique est très importante et bien supérieure au petit mc carré que l'on a jeté dans le trou noir. On montre aussi que ça ne marche que si on jette un objet de masse m dedans. Si on fait juste le tour, on ne gagne aucune énergie. C'est assez curieux, mais c'est comme ça. C'est un peu comme lorsqu'on lâche une balle de caoutchouc, qu'elle rebondit, elle remonte à la même hauteur, ou un peu moins à cause des pertes. Curieusement, il faut effectivement jeter un objet dedans pour en profiter et gagner de l'énergie cinétique. Et dans ce cas-là, celle-ci peut être beaucoup plus grande que l'énergie de l'objet qu'on a jeté dans le trou noir. Le résultat net, c'est qu'on a gagné de l'énergie. Donc on peut tirer de l'énergie d'un trou noir. En fait, l'énergie, la rotation du trou noir va diminuer légèrement parce qu'on a pompé une partie de son énergie. On peut en théorie, je dis bien en théorie, extraire une énergie absolument considérable, fabuleuse d'un tel trou noir en rotation. Et ceci jusqu'à l'arrêt complet de la rotation du trou noir, qui donne alors un trou noir de Schwarzschild qu'on peut considérer comme un trou noir mort, qui ne peut plus fournir d'énergie. Notons aussi qu'on peut trouver étonnant qu'on puisse pomper de l'énergie d'un trou noir, puisque rien n'en sort. Mais effectivement, ce n'est pas de l'intérieur que l'énergie est récupérée. L'intérieur, lui, gagne même un peu d'énergie. Le trou noir de Schwarzschild, qui serait final, serait plus gros en masse que le trou noir de départ. L'énergie, elle est récupérée de la rotation dans le champ gravitationnel extérieur. Comme je vous l'avais dit, celui-ci imprime la rotation du corps qui a formé le trou noir, et cette rotation d'espace-temps contient énormément d'énergie. Cela même a conduit des spéculations de science-fiction, peut-être des romans, je ne sais pas, c'est bien possible, imaginées par Dyson. Celui-ci dit, supposons une civilisation extraterrestre extrêmement avancée,
possédant des technologies absolument extraordinaires, mais qui est aussi très gourmande en énergie et qui produit beaucoup de déchets. Elle pourrait alors construire un globe autour du trou noir qu'on appelle une sphère de Dyson. En fait, les sphères de Dyson sont plutôt imaginées pour récupérer l'énergie d'une étoile en captant toute l'énergie qu'elle émet. Mais ici, on peut l'imaginer autour d'un trou noir. Dans ce moment-là, la civilisation extraterrestre profiterait du trou noir pour aller y jeter tous ses déchets et en même temps récupérerait une énergie énorme, colossale, dont elle est très gourmande. Évidemment, c'est de la science-fiction. On n'a encore jamais détecté de civilisation extraterrestre, encore moins une capable de faire ça. Il y a parfois des cas amusants. Il y a quelques mois, presque un an, on avait détecté une étoile variable dont les variations d'éclat étaient assez incompréhensibles. Certains avaient tout de suite fabulé en disant « Ah, peut-être qu'il y a une civilisation extraterrestre qui est en train de construire une sphère de Dyson autour de l'étoile. Elle est incomplète, elle est en construction, et donc avec la rotation, on observe des variations de la lumière de l'étoile assez incompréhensibles. Depuis, on a découvert qu'il y avait un nuage de poussière autour de l'étoile, ce qui était d'ailleurs soupçonné dès le départ, qui n'est pas homogène, il y a des trous, des zones plus denses, moins denses, et qui expliquent ces variations d'éclat. Donc il faut rêver, c'est bien, mais il faut quand même bien faire la différence entre rêve et réalité. Même s'il n'est pas exclu qu'un jour on découvre une telle civilisation, qui sait. Voilà, donc pour notre trou noir en rotation. Alors dans la prochaine vidéo, nous verrons comment peut intervenir la mécanique quantique. La mécanique quantique, je vous l'ai dit, explique qu'il ne doit pas y avoir de singularité centrale, mais à l'échelle de trou noir, à l'extérieur, il ne semble pas qu'elle ait un rôle important à jouer. La mécanique quantique, c'est plutôt le domaine des particules, des atomes. Toutefois, ici, on est dans des situations tellement extrêmes qu'on peut se demander si elle ne pourrait pas jouer un rôle. Alors, ça, c'est le domaine qui a été exploré en particulier par Stephen Hawking. Nous verrons comment ça fonctionne, les grandes lignes, les plus simples, au plus simple, et nous parlerons de l'évaporation des trous noirs. Je vous remercie.